Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de YohanDev et aujourd'hui on a un programme incroyable. On va développer une application, on va la mettre en production sur des serveurs et on va mettre en place une pipeline de déploiement continu. Tout ça en à peu près une heure, enfin je ne sais pas trop, on va voir, je vais lancer la vidéo avec vous là, puis sans coupure, sans montage, on va tout faire en une seule fois et logiquement à la fin de la vidéo, eh bien vous saurez comment mettre en production une application en Symfony sur un serveur, vous allez le voir, CloudWaves, et avec une pipeline de déploiement continu avec GitHub Action. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Si vous êtes prêts, allez, avant de commencer, vous vous abonnez à la chaîne, vous laissez un petit pouce bleu et un commentaire et on y va tout de suite parce qu'on a un sacré programme qui nous attend. Aujourd'hui, je me mets en petit dans le coin. Alors aujourd'hui, on va se développer une petite application. Et cette petite application, ça va être une petite application toute simple, genre un site où on peut mettre une URL et réduire l'URL. C'est un prétexte pour faire du déploiement. Et comme on va devoir déployer ça sur un serveur, eh bien, nous allons le faire sur la plateforme cloudwaves.com parce que cette vidéo est réalisée en partenariat avec cloudwaves.com qui m'a permis de tester leur service et c'est super parce que du coup, je peux vous faire cette vidéo-là. Et en plus, si vous utilisez le code YohanDev, tout attaché, je le mettrai dans la description, eh bien vos 3 premiers mois, vous aurez 15% de réduction. Donc, n'hésitez pas. Ce qui est cool avec CloudWaves, vous allez le voir, c'est que vous pouvez provisionner de l'argent et ensuite aller commander des machines virtuelles, des serveurs chez DigitalOcean, chez Amazon ou chez Google, par exemple. Donc c'est vraiment c'est trop cool et puis ça vous évite de laisser la carte bancaire chez Amazon ou Google pour ceux qui sont un peu frileux. Donc comme on va devoir dans cette vidéo déployer sur un serveur et que ça prend 5 à 6 minutes pour créer ce serveur chez le fournisseur, on va le faire tout de suite et puis après on va développer notre application. Donc quand vous aurez créé un compte sur la plateforme CloudWaves, vous allez vous retrouver sur cette interface là. Alors là vous voyez que j'ai un serveur qui s'appelle Prepa2 parce que oui j'ai préparé cette vidéo. Vous allez pouvoir cliquer sur Add Server pour ajouter un nouveau serveur à votre compte CloudWaves. Il vous faut premièrement sélectionner le type d'application. Nous, on va dire que c'est du PHP Custom Apps. Il faut un nom à votre application, celle qui va fonctionner sur votre serveur, sachant que vous pouvez mettre plusieurs applications sur un serveur, mais ça, c'est pas ce qui va nous intéresser aujourd'hui. Donc, on va l'appeler Short Link. Ça va être le nom de notre projet, c'est être un peu notre fil rouge. Le nom du serveur, on va l'appeler lui aussi Short Link. Ça sera le nom de notre serveur dans notre console de gestion. Et enfin, on peut lier ça à un projet. Donc là, j'avais un projet prépa. On va prendre ce projet-là, peu importe. En gros, vous pouvez réunir plusieurs serveurs au sein d'un même projet. Ça vous permet de mieux vous y retrouver. Là, on va laisser prépa. On ne va pas se prendre la tête. Et ensuite, il vous faut sélectionner l'hébergeur. Vous avez accès à DigitalOcean, Linode, Vultr, AWS et Google Cloud Platform. Pour la démo, on va prendre DigitalOcean parce que c'est le moins cher et que comme ça, ça permet de faire plus de tests. Ensuite, vous pouvez sélectionner la taille de votre serveur, c'est-à-dire la puissance entre guillemets de votre serveur. Et en fonction de là où vous vous positionnez, vous avez en bas à gauche ici la simulation de ce que ça va vous coûter au mois. Donc la configuration avec 1 giga, ça va vous coûter 10 € par mois et environ 0,0139 $ par heure. Donc là, pour la démo, on va se mettre quoi? On va se mettre 1 giga comme ça. On va se mettre la petite solution, pas trop... voilà, on va même monter ici, histoire d'avoir une machine qui tienne bien la route pour la démonstration. Mais vous pouvez comme ça balayer. Donc là, on part sur une configuration à 26 $ par mois. Et ensuite, vous pouvez sélectionner la sélection. Bon là, on va choisir le plus près de nous, c'est Londres. Évidemment, en fonction des hébergeurs, vous avez accès à d'autres lieux géographiques. Et on va faire tout simplement Launch Now. Et là, ça va lancer le serveur en tâche de fond. Vous voyez qu'il est en train de nous créer et de nous provisionner la machine chez DigitalOcean. C'est l'avantage de CloudWaves, c'est qu'il fait ça pour nous. Et tout un tas d'autres choses. Il va nous simplifier la vie. On n'aura pas grand-chose à faire, vous allez voir. Tout va être paramétré pour nous. Alors, pendant que ce serveur est en train de s'installer, parce que oui, on va essayer de faire tout en peu de temps, là, on va faire plein de choses. Donc, on va développer notre application. Allez, c'est parti. Donc, comme je vous le disais, on va déployer une application en production. Donc, cette petite application, hop, j'essaye de retrouver mes notes en parallèle, voilà.
Ça va être une application Symfony qui utilise une base de données MySQL ou MariaDB, ça a peu d'importance. Et l'objectif de cette application, c'est de réduire des liens. Alors, c'est juste un prétexte pour pouvoir, comme je vous le disais tout à l'heure, déployer une application. Donc, ne perdons pas de temps et créons tout de suite cette application. On va faire un Symfony new. Hop, je tapoule. Hop. Symfony new. Oh là là. Symfony new. On va l'appeler... comment est-ce qu'on va l'appeler, ce petit projet? Comment est-ce qu'on va l'appeler? Shortlink, tout simplement. Hop, short, link, et on va mettre --full pour installer bien tout ce qu'il faut pour faire un petit site web. Allez, Symfony va faire le nécessaire, il va créer un projet from scratch avec déjà tout ce qui va bien et on va légèrement le customiser. Vous allez voir, on va aller vite. L'idée, c'est d'être très très efficace. Ok, notre projet vierge est créé, on rentre dans le répertoire, parfait, et on va tout de suite mettre en place notre environnement de travail. Donc on va lancer d'abord le serveur de développement interne PHP qui est fourni avec la Symfony CLI. Donc on fait un Symfony serve-d tout simplement et on démarre comme ça le serveur interne de Symfony, parfait. Et ensuite, on va se créer tout de suite aussi une base de données avec Docker, ça va être pratique pour développer, ça va nous permettre d'aller très très vite. Donc on va faire aussi un Symfony console, make Docker, hop, Docker, database. On va choisir MySQL 0, hop, la dernière version, et c'est parti. Et on va démarrer notre petit serveur de MySQL avec la commande docker-compose, hop, -d. Donc là, on a simplement comment dire, lancé notre petit projet. Alors là, par contre, il me dit qu'il a lancé la base de données, mais je suis bien curieux de savoir comment est-ce qu'il a pu la lancer, puisqu'on ne l'avait pas lancée jusqu'à présent. Je pense que c'est parce que j'avais un précédent projet qui fonctionnait. Je pense que c'est ça. Attendez, on va dézoomer. Mon précédent projet qui est ici, de préparation, hop, on va essayer de le quitter. Donc là, vous n'aurez pas besoin de faire ça logiquement. Voilà. Et donc là, je vais pouvoir lancer mon conteneur ici. Parfait. Si j'ouvre, hop, en faisant un Symfony open local, j'ouvre, hop, mon nouveau projet dans un petit navigateur Internet. Et vous voyez ici, dans serveur, qu'il a bien détecté un Docker Compose qui est up et des variables d'environnement qui arrivent depuis Docker. Comme souvent, je vous le montre, dans Server Parameters, ici, il a bien renseigné tout ce qu'il faut pour la base de données. Donc c'est parfait, notre environnement de développement est prêt à fonctionner. Allez, on va se créer l'unique entité de notre projet. On fait simple aujourd'hui. Et cette unique entité, elle va stocker quoi? Elle va stocker nos liens, tout simplement. Donc on va se faire un Symfony console, hop, make, et on va se mettre entity, et on va l'appeler link, tout simplement. Quelle va être la première propriété de notre entité? Eh bien, ça va être le lien, le fameux lien, celui qui va être fourni par l'utilisateur, l'URL de base. On va lui mettre en string 255. Est-ce qu'il peut être nul? Non, il ne peut pas être nul. Et enfin, il nous faut stocker la version rapetissée, entre guillemets, la version courte du lien. Donc on va l'appeler short. Ça sera toujours du string 255 et ça ne peut pas être nul. Et on n'a rien d'autre à mettre dans notre base de données, dans notre entité. On fait quelque chose de très 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 simple. Et maintenant, il faut toujours, après avoir agi sur les entités, fabriquer une migration. Donc on fait un Symfony console make migration. Parfait, on fabrique la migration. Alors, vous voyez ce qui se passe, c'est que là, en fait, je pense qu'il utilise une base de données qui existe déjà. Hop, voilà, on va faire un doctrine. Ça, vous n'aurez pas besoin de le faire, c'est juste parce que comme j'ai préparé le truc et que le conteneur s'appelle pareil, il est perdu. Voilà, donc je vais juste faire une petite création de base de données, mais ça, vous n'aurez pas besoin de le faire. Voilà, et je fabrique les migrations. Impeccable. Et une fois qu'on a fabriqué les migrations, il faut les appliquer pour qu'elles soient appliquées dans notre base de données. Donc on va faire un Symfony console, doctrine, migration, migrate. Est-ce que je veux activer les migrations? Je mets yes.
Et on peut ouvrir ce projet dans notre éditeur de code. Pour aujourd'hui, ça sera Visual Studio Code. Et donc, on a notre petit projet qui est ici. Parfait. Ensuite, que nous faut-il faire? Il nous faut créer un petit formulaire, puisqu'on veut que les gens puissent ajouter un lien. Donc, on va tout de suite, on ne va pas attendre, on va se créer un petit formulaire Symfony Console Make Form. Il va nous demander comment est-ce que va s'appeler notre formulaire. On va l'appeler link up type, tout simplement. Hop, j'ai mis 2K, ça va pas le faire. Link type. Sur quelle entité on se base? Eh bien, link. Et automatiquement, il nous crée le formulaire. On va aller tout de suite regarder dans notre éditeur de code à quoi ressemble ce formulaire qui nous a été généré, link type, qui est ici. Et vous allez voir qu'on va légèrement le modifier. Déjà, première chose, on ne veut pas que les gens saisissent la version courte. Donc on va supprimer cette partie-là. Et on va s'ajouter aussi un petit bouton de soumission. Comme ça, on saura vraiment minimaliste. Plus tard, vous verrez quand on fera la partie mise en forme de notre formulaire, on n'aura même pas besoin de gérer le bouton, il arrivera automatiquement. Alors pourquoi est-ce que je ne peux pas mettre mon petit tiret ici? Voilà. C'est parfait, il faut lui préciser quel type c'est du submit type. Hop. Alors attendez, submit type, voilà. On va importer la classe. Et on va en profiter aussi pour Link pour légèrement modifier les choses. Vous allez voir. Alors je vais ouvrir mes notes pour vous copier-coller la chose. L'idée dans Link ici, c'est de contrôler qu'on ajoute bien quelque chose qui est une URL. On ne veut pas que les gens puissent coller n'importe quoi. Donc on va lui dire URL type. Ici, voilà, 2 points classe. Et on va lui passer un certain nombre de paramètres. D'abord le label, on va lui dire que c'est lien. Ensuite, on va vouloir passer des attributs et notamment un placeholder, donc un champ qui va permettre d'indiquer un exemple en fait, ça sera pré-rempli dans le champ. On va lui mettre aussi la classe up et on va lui dire que c'est form control, parfait. On a oublié la petite parenthèse au bout. Hop, ça c'est pour la mise en page. Et puis on va vouloir lui dire aussi un petit pattern pour contrôler que l'URL qui est saisie est bien une URL valide. Et là, on va mettre une regex. Alors, ne vomissez pas tout de suite. Je sais, vous n'aimez pas les regex. Moi non plus, je n'aime pas les regex. Donc, je vais vous copier-coller ici la regex qui vient contrôler que ce qui est saisi dans le champ est bien une adresse de type HTTPS. Donc, on a ce long truc-là qui veut simplement dire, je vais vérifier que tu as bien une adresse. Tout simplement. Et qu'est-ce que j'ai oublié? Hop, on ferme ici la parenthèse. Quelle parenthèse on ferme? Est-ce qu'on ferme une parenthèse? Tac, tac, tac. Non, je pense qu'il n'y a pas besoin de ça. Hop, on va se mettre là. Et on peut fermer notre tableau d'options. Et on passe à la suite. Alors attendez, qu'est-ce qui se passe? J'ai dû oublier quelque chose quelque part. Tac, 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 pattern. Là, on ferme le tableau. Hop. Alors, attendez. C'est ce qu'on va faire. Hop. Ici, j'ai dû zapper quelque chose. Voilà. Tribu, lien. Ah, mais si, je sais. Je n'ai pas fermé mon grand tableau qui est ici. C'est pour ça que ça coince. Ok, voilà. Tout simplement. Et en plus, on va rajouter une contrainte. Hop. Ici, on va marquer constrainte. Pour préciser encore un certain nombre de choses, on va ouvrir un tableau d'options ici et on va passer des options. On va lui dire que c'est donc une URL qu'on importe depuis les contraintes. Comme ça, il va bien s'assurer que ce qu'on lui passe, c'est une URL. Donc ça, c'est une contrainte. Et on va créer une autre contrainte sur la longueur. Hop, on va lui dire, hop, ici, tac. Et on va lui préciser qu'on veut, hop, c'est un tableau d'options et qu'on veut au minimum, 3 caractères. Voilà. De cette façon, on est tranquille. Donc, on vérifie qu'on a bien une URL, que c'est bien un champ
avec une URL. On fait un contrôle avec une regex. On fait aussi un contrôle pour vérifier que c'est bien une URL et que ça fait minimum 3 caractères. Donc là, logiquement, on est plutôt pas mal. Ce qu'on va customiser aussi, hop, on va en profiter pour customiser. Alors attendez, on peut mettre une virgule ici, c'est mieux de fermer le tableau avec une parenthèse ici, c'est plus propre, on va dire. D'ailleurs, celui-ci, je pense qu'on pourrait, celui-là, on pourrait l'aligner ici, ça serait peut-être plus joli. Ouais, voilà. Et celui-ci, il est plutôt là. Voilà, c'est mieux. Sur notre submit type, on va aussi lui passer un certain nombre de paramètres. On va ouvrir un tableau d'options, parfait. On va lui mettre un label. Bon, alors on va pas dire enregistrer, on va dire réduire, hop, réduire le lien. Voilà, donc le bouton, hein, ça sera un bouton, il y a marqué réduire le lien. Et on va lui passer pareil des attributs et on va lui dire que c'est un bouton de type BTM primary. Tout simplement, hop, une virgule, hop, on va fermer notre tableau. Ici, il faut qu'on ferme notre deuxième tableau, hop, et on va le mettre par ici. Et on est pas mal. Voilà, donc là, on a créé notre formulaire avec pas mal d'options, mais comme ça, on n'aura plus besoin de le gérer. On l'a fait ici, on est tranquille. Alors ensuite, je vais aller regarder mes petites notes pour pas vous dire de bêtises. Hop, où sont mes notes? Mes notes sont ici, parfait. Maintenant, il nous faut créer notre petit contrôleur link. Donc on va aller, hop, retourner ici. On va faire un Symfony Console make controller. On va se créer notre petit contrôleur qu'on va appeler link controller. Hop, il est créé automatiquement. On va aller le modifier. Vous allez voir, on ne va pas faire grand-chose. Mon éditeur, il est là. Parfait. Ouvrons notre petit contrôleur. Qu'est-ce qu'on va vouloir faire dans notre contrôleur? On va vouloir faire plusieurs choses dans ce petit contrôleur. La première chose, c'est sur la route de base, celle où on va sur slash tout court, on va pouvoir tout de suite proposer aux gens d'ajouter. Donc on va l'appeler add, comme ça au moins ça sera plus clair. Qu'est-ce qu'on va vouloir faire? On va vouloir créer un nouveau lien, donc on va faire link, on va lui dire hop, new, hop, new link, on va importer link ici, sinon il ne va pas être content, parfait. Et ensuite, on va vouloir créer un formulaire. Alors on va faire un petit bloc ici, on va faire $form. Et c'est égal à quoi? Eh bien on va lui dire hein, this create form de type link type, donc le formulaire qu'on a créé juste avant. Et on lui passe l'objet vide hein, qu'on a créé au-dessus qui s'appelle link, tout simplement. Ensuite, on a besoin d'analyser la request pour pouvoir eh bien, vérifier si on est dans une réponse au formulaire et pouvoir eh bien, justement faire en sorte de traiter le formulaire. Donc là, on passe la request dans notre fonction. D'ailleurs, qu'on va renommer, on va l'appeler add. Voilà, parfait. Donc ici, il faut qu'on aille chercher, entre guillemets, la request. Parfait. Maintenant, il nous faut traiter la request. Donc là, c'est du très classique dans Symfony, hein, comme vous pouvez le voir. Ici, on va se faire un $link, hop. C'est à ce moment-là, alors attendez, c'est très important, là je vais un peu vite, mais c'est à ce moment-là qu'on va générer, entre guillemets, la version courte de l'URL. Alors, on pourrait faire des choses hyper intelligentes, très compliquées. Là, on va faire un truc un peu bâtard, mais l'idée, c'est pas d'aller dans les détails aujourd'hui. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est d'aller jusqu'à la mise en production. Donc, on va setter la version short et vous allez voir qu'on va faire un truc très simple. On va lui dire, tu vas me générer un unique hop, ID, tout simplement. Alors, c'est pas très beau, mais ça nous permet d'avoir une version courte. On aurait pu faire un truc plus sympa, mais là, on va pas s'embêter. Alors, maintenant, il faut qu'on fasse persister ça dans notre base de données. Donc ici, on va s'importer le Entity Manager Interface. Entity Manager Interface qu'on va appeler Entity Manager. Ok, donc ici, on va pouvoir faire persister ça, Entity Manager persist link, et on le fait flush. Et ensuite, on va s'envoyer un petit message flash. Donc on va faire un this hop add flash, très bien. Et on va lui mettre
ici, plutôt que d'envoyer un message, on va renvoyer l'objet complet link. Comme ça, on pourra, en frontal, réutiliser link et par exemple afficher la version short. Ce qui pourrait être très utile pour celui qui a soumis le lien. Eh bien, il pourra comme ça tout de suite, dans le flash message, avoir l'adresse courte à communiquer à ses contacts en disant bah, ça y est, j'ai réduit l'adresse. Vous pouvez l'utiliser. Et ensuite, eh bien ici, on va faire un return, tout simplement, vers la route add, c'est-à-dire la route sur laquelle on se trouve et on ferme ce petit contrôle ici. Et enfin, on a la route ici, hop, link, on va renommer le index, on va l'appeler add, hop, ça sera plus parlant. Et on va envoyer le formulaire, parfait, et on va envoyer, hop, on va envoyer quoi? On va envoyer les liens, vous allez voir pourquoi. On va avoir besoin aussi ici, oui, je vais vous montrer plus loin pourquoi, d'aller chercher la totalité des liens. Donc il faut qu'on importe ici le links repository. Ça nous permettra par exemple d'afficher le nombre de liens déjà publiés sur la plateforme. Donc on va faire un link up repository. On va l'appeler link repository. Parfait. Et donc on envoie à notre vue hop, le compte, c'est-à-dire le total de tous nos liens. Et on enregistre, c'est parfait. On envoie tout ça à notre vue. Donc, il faut qu'on crée le fichier ici, add.html.twig, vous vous en doutez. Donc, on va aller prendre le template qui est ici, le link, on va renommer le index et on va l'appeler add.html.twig. Parfait. Hop, et on n'est pas trop mal. Alors maintenant, allons voir notre fichier add ici. Ouais, il est pas mal. Qu'est-ce qui se passe si on charge notre page ici? Hop, ça va nous charger, eh bien, tout simplement notre page. Et il nous dit quoi? Il nous dit que la contrainte n'existe pas. Alors, attendez. Alors, est-ce que c'est parce qu'on n'a pas chargé notre formulaire? En tout cas, c'est dans notre forme ici. Hop, link type. Est-ce qu'on a toutes importé les contraintes? Ouais, ça c'est bon. Tout ça, on est bon. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait qui ne fonctionne pas? Hop. Ok. The option constraint do not exist. URL type. On n'a pas importé URL type. Si, pourtant on a bien importé URL type. Qu'est-ce que j'ai fait, les amis? Où est-ce que... Ah, mais je sais, c'est pas constraint comme ça, c'est constraint avec un S, tout simplement. Une petite typo. Ok. Donc là, on a notre page d'accueil. On va légèrement la modifier pour pouvoir afficher eh bien, notre petit formulaire. Donc vous allez voir, on va faire un truc très simple. Hop, dans un premier temps, ici, on va supprimer tout ce blabla là qui ne nous intéresse pas et on va lui dire hop, forme, hop et forme. Voilà. Et de cette façon, ici, si je fais un F5, j'ai bien, eh bien, tout simplement, tac, la possibilité d'afficher le lien que je vais réduire. On est bon. Alors si je fais ça, automatiquement, hop, on va faire test.com. Et si je fais réduire le lien, je vais revenir ici sur ma page. C'est normal. C'est tout à fait logique, il n'y a pas de souci. Et si je viens, vous voyez, sur le formulaire, vous voyez qu'il est vide, c'est normal, puisqu'on a rechargé la page, on n'est pas revenu sur la même page sur laquelle on était. Donc ce qu'on va essayer de faire, vous allez voir pour pouvoir développer, c'est que juste après, ici, la persistance, avant de rediriger, on va se faire un petit die and dump de link, pour que vous puissiez voir, eh bien, qu'est-ce qu'il y a dans ce fameux link. Alors on refait test.com, mais je vais zoomer pour que vous y voyez mieux, et je fais réduire le lien. Et vous voyez qu'il y a bien ce short ici qui correspond à la version entre guillemets courte de notre lien. Et donc nous ce qu'on va vouloir, c'est que lorsqu'on tape l'adresse de notre site /hop et ce petit code là, on veut que ça redirige
eh bien vers l'adresse d'origine. Alors l'idée, hein, c'est que si l'adresse d'origine, c'est un long lien, ça ait du sens, parce que sinon là, ça n'a aucun sens. Donc il faut qu'on aille dans notre contrôleur et qu'on se crée une petite route, dirons-nous, qui va gérer l'affichage, ou tout simplement l'affichage d'un lien. Donc on va, vous allez voir, je vais copier-coller ça pour gagner du temps, parce que le but du jeu, c'est qu'on aille assez rapidement jusqu'à la mise en production. Donc là, je crée une deuxième route qui s'appelle link et dont je passe, vous voyez, slash, et il s'attend ici à recevoir quelque chose qui va être short. Et lui, il va être malin, il va dire, ok, le short qu'il y a ici, c'est le champ short de link, donc je vais te charger le lien en question. Et eh bien, tout simplement, je fais un redirect, donc je vais refaire une redirection vers quoi? Eh bien, vers le link, get link, c'est-à-dire le lien complet. Donc, logiquement, si je prends ce petit bout ici et que je le mets à la fin de mon adresse, il va me rediriger sur test.com. Parfait, notre système fonctionne bien. On est pas mal, mais c'est moche. On est d'accord, c'est très très moche. Donc on va mettre un petit peu de style à tout ça, on va rendre ça un petit peu plus sympathique avant de mettre ça en production. Mais avant d'aller plus loin dans la partie développement, on a des petites choses à faire sur notre serveur. Donc on va aller tout de suite voir, notre serveur ici, il y a des choses à faire. On voit que notre serveur Shortlink est prêt. Vous voyez, ils nous disent ici qu'on est prêt. On va pouvoir rentrer dans la configuration de notre serveur et on va venir y faire un certain nombre de petites modifications. On va le faire tout de suite, comme ça au moins, on est tranquille. Et la première chose qui va nous intéresser, c'est dans Settings et Package. On va utiliser la version PHP 7.4 parce que par défaut, le serveur est paramétré avec PHP 7.3. Donc on va dans Settings et Package, on va dans l'onglet Package ici, et vous voyez que PHP, on va lui dire, désormais, c'est pas 7.3, mais c'est 7.4 ou 8, évidemment, vous pouvez utiliser. Et on va mettre Save. Il me dit warning, attention, etc., etc. Nous, on sait ce qu'on fait, on répond OK. Et donc là, ça va prendre un petit peu de temps, donc c'est pour ça que je le fais maintenant, comme ça au moins on est tranquille. Il a fait le nécessaire, il va faire son petit travail en tâche de fond et on peut retourner à notre développement. Donc on a un site qui est, admettons-le, qui est bien moche pour le moment. Donc on va vouloir styliser ça et pour ça on va utiliser un thème gratuit, copier l'adresse du lien. Il est ici. On va utiliser un thème gratuit qui s'appelle Start Bootstrap-New Age. Alors, est-ce que je peux vous montrer une démo ici? Je ne sais pas si... Ouais, je peux vous montrer une démo. Voilà, il ressemble à ça. On va faire Live Preview. Voilà, il ressemble à ça. Donc nous, on va quasi rien modifier. C'est pas le but du jeu ici, mais on va modifier un peu le texte, modifier un peu quelques fichiers, mais on va utiliser le même design, on va rien changer. Et simplement, on va faire en sorte que lorsqu'on cliquera sur ce bouton-là, là, plutôt qu'il y ait un formulaire de ce type-là, il y aura notre petit formulaire pour réduire notre lien. Allez, comment est-ce qu'on peut procéder pour faire cela? Ce qu'il faut que vous fassiez, c'est que vous récupériez le template dans un répertoire. Donc pour ça, vous pouvez faire ici comment j'avais fait il faut faire tout simplement un code. Voilà, vous faites un git clone de ce projet-là. Donc on va se le faire ici. Je vais ouvrir un deuxième onglet de mon terminal. Je vais aller dans mon répertoire de travail et vous faites un git clone du nom du projet Start Bootstrap New Age, donc le thème en question. Donc là, ça vous télécharge tous les assets du thème et vous allez voir qu'on va récupérer. Alors là, on va faire un petit peu à l'arrache. On va faire ça rapidement. Le but du jeu, vous avez compris, c'est pas de passer beaucoup de temps sur le développement, mais un petit peu quand même. Le truc, c'est qu'on va faire un truc complet, c'est-à-dire qu'on va faire l'application, la mise en production et la pipeline. Donc l'idée, c'est d'aller un petit peu vite. Donc on va pas faire des choses compliquées avec Webpack ou que sais-je encore. On va aller vraiment à l'essentiel. Donc on rentre dans le répertoire du thème qu'on vient de télécharger. Le répertoire s'appelle comment? Start Bootstrap New Age. Et on ouvre ça dans un éditeur de code pour voir un petit peu à quoi ça ressemble. Là, on voit qu'il y a pas mal de fichiers. Nous, ce qui nous intéresse, c'est tous les fichiers qui sont dans dist. Et dedans, on a les fichiers JS, les CSS et les images, etc., etc. Donc nous, on va récupérer ce répertoire dist. Je le prends.
et on va venir le mettre dans notre répertoire public ici. Bim. Donc là, j'ai mon répertoire public qui contient tous les assets et tous les fichiers JS du thème de base. Et maintenant, il va falloir qu'on modifie tous les fichiers Twig pour utiliser ce template. Donc le premier fichier à modifier, c'est le premier fichier qui s'appelle base.html.twig. Donc là, je ne vais pas pouvoir prendre le temps de tout faire en détail, donc on va y aller un petit peu vite. Je vais faire du copier-coller et vous aurez de toute façon accès à la totalité des sources puisque le code de l'application sera sur un GitHub. Je mettrai le lien dans la description, donc vous pourrez aller regarder ça en détail. Donc là, simplement, j'ai repris ce qu'il y avait dans le template et je l'ai adapté à notre contexte, c'est-à-dire, vous voyez ici, j'ai modifié pour que ça utilise le répertoire dist. Ici, dist pour le fichier CSS. Le reste, j'ai laissé vraiment ce qu'il y avait dans le template de base. Là, j'ai utilisé les liens. Et vous voyez qu'ensuite, ici, je fais pas mal de include d'autres parties du thème. Notamment ici, on va le faire ensemble, le template de la navbar, du footer. Ici, du modal avec le petit formulaire. Et ici, script où on va mettre les scripts. Donc, on va se créer dans template un petit sous-dossier qu'on va appeler underscore base. Et dedans, on va mettre pas mal de fichiers, notamment le premier qui est le menu. Hop, je vais le copier et le coller ici. Hop, ici, donc c'est le fameux menu. Donc, je vous remontre, le menu, il est inclus grâce à cette commande-là. Donc là, j'inclus mon menu. Vous voyez tout simplement, ça fait des liens ici vers la page d'accueil, ici vers au sein même de la page sur fonctionnalité. Et ici sur Download. D'ailleurs, ici, on va mettre un petit slash, sinon on peut avoir des problèmes. Et ici, le bouton réduire un lien qui va ouvrir, vous voyez, si on regarde plus loin dans le code ici, ça ouvre une modale. Tiens, d'ailleurs, en parlant de la modale, eh bien, copions-nous la modale. Alors attendez, on va essayer de se le faire dans l'ordre. Pardon, le footer. Allez, faisons-nous le footer. Hop, je vais copier le footer, je le mets ici, je vais vous le montrer rapidement. Hop, le footer, qu'est-ce qu'il dit? Bien, tout simplement, ça crée un footer dans un conteneur, ça crée du style un petit peu, et dedans, il y a marqué Shortlink 2021, with love by YouAndDev, bon, rien de bien sorcier. Ok. Ensuite, dans mon template, qu'est-ce qu'il y a? Il y a modal, donc c'est-à-dire le style, le code du formulaire qui nous intéresse, le formulaire d'ajout de lien. Donc pareil, je vais le copier ici dans base, coller. Vous voyez que bien tout simplement ici, je crée une modale en bootstrap, ni plus ni moins. Et ici, je viens créer et fermer mon formulaire. J'aurais pu le faire en un seul truc, mais bon, on va faire comme ça. Ça marche très bien aussi. Parfait. Ensuite, il me faut quoi? Il me faut script. Vous allez voir, script, à quoi ça sert? C'est tout simplement l'endroit. Hop. D'ailleurs, on aurait pu le mettre en dur directement dans le fichier base.html. Mais bon, c'est pas grave. Et ici, vous voyez qu'on a le fichier JS de Bootstrap et ensuite, ça appelle un fichier script.js qui se trouve dans nos fichiers dist qu'on a copié tout à l'heure, qui est ici. D'ailleurs, je regarde si j'ai bien mis la bonne version du fichier JS que j'avais préparé. JS, est-ce que c'est le même que j'ai de mon côté? Yes, c'est exactement le même. Parfait. Donc là, on a créé notre page d'accueil base.html. Alors on va la recharger. On va voir si j'ai pas oublié des choses en cours de route. C'est bien possible. On va se faire un petit F5. Logiquement, ça devrait avoir changé de look. Mais il nous manque des petites choses. Qu'est-ce qui nous manque? Alors, on va se mettre comme ça. Et on va se mettre sur Network et on va faire un F5. Et qu'est-ce qui nous manque? On a dû louper quelque chose, les amis. Non, ça c'est le thème. On peut fermer. Le base.html. Ok, on est bon. Tac, 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 tac. Qu'est-ce qu'on a zappé? Le base, footer. Ok. Qu'est-ce qu'on a zappé? Les amis, on a zappé quelque chose. On a zappé quelque chose. Alors attendez, bougez pas. Je vais venir voir ici mon base.html.twig. Ok, j'importe tout ça. Hop. Ah bah oui, je sais ce qu'on a oublié.
Là, on charge notre modèle tout court, mais on n'a pas de contenu et c'est tout à fait logique. C'est tout à fait logique. Hop, parce qu'on est sur la page hop, add et sur notre page add, on n'a rien mis. C'est-à-dire ici, on n'a mis rien du tout et on charge en plus une deuxième fois notre formulaire. Donc, c'est pas très logique. Donc, dans notre page add, hop, vous allez voir, je vais copier-coller le code, hop, et on va l'expliquer ensemble. Donc là, on étend le base.html.twig, on lui donne un titre, add link, d'ailleurs on va faire réduire un lien, ça sera mieux comme titre, parfait. Et ensuite, on fait un certain nombre de choses, vous allez voir. On set une variable qui s'appelle intro. Intro, c'est le header. On le met à true. C'est-à-dire que si jamais on n'a pas réduit un lien, on dit que intro est égal à true. Mais si jamais on a un message flash, après avoir, rappelez-vous, dans notre contrôleur ici, si jamais, hop, ici, d'ailleurs je vais enlever le die and dump, hop, si jamais ici on soumet un lien, on envoie un flash message. Donc, ici, eh bien, si jamais il y a un message dans success, on met intro à false. Si on a un flash message, on inclut un truc qui s'appelle show.html.twig. Donc, eh bien d'ailleurs, il nous faut importer le fameux show.html.twig. Hop, on le met ici dans base et on se colle le show.html.twig. Qu'est-ce qu'il fait celui-ci? Eh bien tout simplement, il crée un conteneur avec marqué votre lien. Ça reprend, vous le voyez ici, un lien, enfin un champ de type input qui contient eh bien l'URL absolue de notre lien short. Donc de cette manière-là, on a le lien complet /short, tout simplement. On le met en read-only, ce qui fait que ce champ-là n'est pas modifiable. Et on rajoute un petit bouton ici qui s'appelle clipboard. Enfin, il ne s'appelle pas, c'est un petit icône avec l'icône du copier-coller. Et l'objectif, c'est que quand on clique sur ce bouton, ça nous copie-colle eh bien, le contenu de ce champ qui s'appelle input dans notre copier-coller, hein, dans notre, j'ai perdu le nom, bref, quand on veut cliquer dessus, on veut que ça nous fasse un copier-coller. Et c'est pour ça qu'il y a un petit bout de script JavaScript ici qui fait précisément ça, qui prend ça et qui nous le met dans le presse-papier. Ça y est, j'ai retrouvé le nom, parfait. Donc là, on est bon, ça c'est quand on a soumis un lien. Mais quand on n'a pas soumis un lien, c'est-à-dire quand l'intro est sur true, à la place de show.html.twig, on veut charger le header.html.twig. Donc, vous avez compris la méthode. On va se copier le petit fichier header.html.twig. Hop, on le colle ici. Hop, et qu'est-ce qu'il fait lui? Ben lui, il affiche un petit header avec du texte, des petits icônes, des trucs un petit peu sympas pour faire joli. Parfait. Et ensuite, dans notre add, on charge cut, basic et count. On va les charger. Hein. Je vais charger d'accord. Le premier, c'est cut. Hop, ici, alors ça c'est que des petits bouts de code hein, qui proviennent du template. Hein. Vous allez voir que j'ai juste découpé ça. Alors non, pas header deux fois. J'ai pas modifié le template. Hein. Vous allez voir que ça ressemble exactement au template de base. Simplement, j'ai modifié le contenu. Donc ici, code, c'est bien simplement, j'ai mis une petite phrase, hein, vous manquez de place pour blablabla. Bref, on affiche cette petite partie. Moi, j'aime bien découper les thèmes en plein de petits bouts. Je trouve que c'est plus pratique après pour s'y retrouver. Ensuite, on a un autre bloc qui s'appelle Basic. Hop, que je copie-colle ici. Hop, et que je colle. Hop, ici. Hop, pas au bon endroit. Hop, ici, déplacer. Voilà, le Basic, lui, qu'est-ce que c'est? C'est quelques petits icônes avec des petits bouts de texte pour vous dire combien cette application est incroyable. C'est faux, totalement faux. C'est l'application la plus basique du monde. Et enfin, count, qui va utiliser, rappelez-vous, on avait envoyé tout à l'heure un count de l'ensemble des liens disponibles. Eh bien, il faut bien qu'on les affiche, hein, sinon ça n'a aucun intérêt. Donc, c'est précisément, hop, ici, qu'est-ce que... Je l'ai copié où? Oula, je l'ai copié pas du tout au bon endroit. Je le déplace. Donc le count, hein, tout simplement, il utilise déjà, il nous dit déjà X liens partagés sur la plateforme. Et regardez, si on actualise ici notre page, eh bien hop, il nous affiche notre lien. Parce qu'on en a soumis un, donc là il y a plusieurs flash messages. On va recharger la page. Donc là, voilà, vous vous trouvez sur la page d'accueil du site, magnifique, avec, eh bien, la petite phrase d'accroche, enfin le titre, la petite phrase d'accroche. Ici, si on clique sur réduire le lien, on a le fameux formulaire. Vous voyez que si je mets un truc qui ressemble pas à un lien, je me fais jeter. Si je mets ee.e,
il me jette, il a bien compris que ce n'est pas un lien valide. Ici, j'ai la fameuse cote. Ici, j'ai la petite mise en page. Vous voyez, je vous dis, j'ai rien modifié. Et ici, on a déjà 2 liens partagés sur Shortlink. Et donc, bon là, on a des petits menus qui descendent directement au bon endroit. Parfait. Et si je fais réduire un lien, par exemple sur, hop, démo test.com, réduire le lien, automatiquement, hop, pardon, j'arrive sur votre lien. Vous voyez qu'ici, j'ai l'adresse qui est réduite. Alors, d'accord, dans mon exemple, c'est plus long. Mais si je fais ici, hop, ça me le met dans le presse-papier. Si j'ouvre un autre onglet et que je colle l'adresse, ça me redirige tout de suite vers test.com. Ça y est, notre application est prête. Il ne reste finalement plus qu'à la déployer. Alors, avant de la déployer, il faudrait, vous vous en doutez, qu'on mette ce projet sur un GitHub. Donc, je ne vais pas le faire en direct pour des questions de temps. Mais j'ai déjà uploadé le projet sur GitHub et vous aurez le lien. Donc c'est le projet qui s'appelle Shortlink qui est ici. C'est exactement le même projet. C'est de là que j'ai fait mes différents copier-coller. Donc on va se servir de ce dépôt pour mettre en place notre projet. Ok ? Alors il y a un petit détail qu'il faut qu'on utilise, une petite manip supplémentaire avant de déployer. Vous ne pouvez pas forcément l'inventer, mais sachez que sur Cloudwaves, ils utilisent un serveur Apache. Et pour faire fonctionner correctement votre projet Symfony sur un serveur Apache, vous pouvez paramétrer Apache, mais nous, il s'avère qu'on n'a pas totalement accès à la configuration d'Apache avec Cloudwaves, et donc on ne va pas s'embêter, on va utiliser une petite commande bien pratique pour générer les fichiers qui vont bien. Vous allez voir, on va faire un petit je copie-colle la commande. Si je vais dans mon terminal ici, on va faire un petit composer require symfony /apac-pack. Tout simplement, et en fait, qu'est-ce que ça fait ? Eh bien, dans public, je n'ai pas fait dans le bon répertoire. Hop, on va le taper ici. Voilà, symfony apache-pack, on lui dit yes, applique la recette. Et en fait, vous allez voir que si on va dans notre répertoire public, il a simplement écrit un fichier htaccess qui active les redirections comme il faut, comme il faut que ça soit fait. Et de cette façon, on est tranquille. Donc là, ça y est, imaginez que je prends ce projet-là et je le pousse sur GitHub. Et il est temps maintenant de configurer notre application sur notre serveur Cloudwaves. Alors, comment est-ce que l'on va faire ? On a, il est où ma page Cloudwaves ? Parfait. On a notre serveur qui s'appelle Shortlink et on a, si je passe en mode application, on a notre application Shortlink qui est ici. Alors on va modifier 2-3 petites choses dans la configuration de l'application et notamment on va aller modifier dans Application Settings. Vous allez voir qu'on a des petites choses à faire et on va changer le répertoire de base parce que dans un projet Symfony, ce que l'on doit exposer, c'est le répertoire public. Donc je vais mettre webroot, je laisse le répertoire par défaut et je rajoute en plus, je rajoute public. Et ensuite, on va aussi activer la connexion SSH parce qu'on va devoir se connecter sur notre serveur. Et donc pour ça, on va utiliser SSH et vous allez voir pourquoi est-ce qu'on va utiliser SSH. On va en avoir besoin tout à l'heure pour la pipeline, mais on va l'activer pour le moment et plus tard, on viendra créer les identifiants. Est-ce que je suis prêt à créer une connexion SSH pour Shortlink ? Je réponds yes, je suis prêt à le faire. Parfait. Donc là, il va activer la connexion SSH. Il va activer les différents paramètres qu'on lui a précisés. On va aller se créer aussi un compte. On va avoir besoin d'un login et d'un mot de passe. Voilà. Donc là, le SSH est activé. Parfait. Maintenant, il faut qu'on se crée un compte. Donc, je vais aller dans Access Details. Et ici, dans Application Credential, on va créer un login et un mot de passe. Donc, moi, je vais créer un compte qui s'appelle Deploy. Et je vais mettre un mot de passe que je ne vais pas vous dire. Parce que je vais... Voilà. Donc, je vous crée un petit compte avec un login et un mot de passe. Et je vais faire Add ici. Parfait. Et je vais me l'enregistrer. Parfait. Donc là, on est bon, on est en train de créer notre compte SSH, c'est parfait. Maintenant, il faut qu'on se connecte à notre serveur. Et pour nous connecter à notre serveur, il nous faut l'adresse de notre serveur. Donc si je vais à nouveau sur serveur, Shortlink, vous voyez qu'ici, j'ai public IP. Je vais copier l'adresse IP, il suffit de cliquer dessus. Et je vais aller dans mon terminal, et je vais faire la commande SSH
le nom de l'utilisateur, deploy, arrobase, l'adresse IP de mon serveur. Il me dit est-ce que je suis sûr de vouloir continuer? Je lui réponds yes et il va me demander le mot de passe que j'ai défini. Donc je me connecte et me voilà connecté sur mon serveur distant. Donc là, je suis sur mon serveur Cloudwaves. Parfait. Si je fais ls, je vois qu'il a déjà créé des choses et ça va me poser problème. Donc on va tout supprimer. Donc on va faire un rm index.php. Je vire le fichier index. Regardez, si je fais ls, il n'existe plus. Et on va aussi se virer le répertoire public parce qu'on n'en a pas besoin. Donc je fais rm-grand R pour répertoire et je vire le répertoire public. Et là, parfait, le répertoire est vide. Je vais aller hop, sur mon dépôt Git et je vais lui dire, eh bien, code, hop, je vais copier l'adresse du dépôt et je vais faire un git clone, le nom du projet et je vais lui dire dans le répertoire dans lequel je suis. Je ne veux pas que tu crées un répertoire au nom du projet, donc je lui mets un point à la fin. Et là, automatiquement, si je fais un ls, vous avez vu qu'il a bien copié l'ensemble des fichiers de mon projet. Ça y est, le projet est quasiment installé sur notre serveur. D'ailleurs, on pourrait regarder au niveau de l'application, shortlink ici, il nous a généré une URL. Si je l'ouvre, vous allez voir que j'ai une erreur 500. C'est déjà bon signe, ça répond, mais j'ai une erreur 500 et c'est normal, puisqu'on n'a pas installé notre application. Donc il faut qu'on fasse un composer, hop, un composer install. Là, eh bien, il installe toutes les dépendances. Ça prend quelques secondes et si je retourne ici, vous allez voir que ça va légèrement changer. Vous voyez que là, j'ai bien une application Symfony, mais qui est en erreur. Elle me dit je ne peux pas me connecter au serveur de base de données et c'est normal puisqu'on ne lui a pas proposé un serveur de base de données. Donc, il va falloir qu'on modifie notre fichier .env pour lui donner déjà la consigne qu'on est dans un environnement de production, donc il ne devrait plus y avoir ces messages-là. Et on va lui donner aussi les informations de la base de données. Donc pour ça, on va copier le fichier .env dans un fichier qu'on va appeler .env.local. Vous connaissez, c'est pas une surprise. Parfait. Pas cd, hop, cp, pardon, pour copie. Voilà. Donc si je fais un ls, il ne va pas nous le montrer, c'est normal, hein, c'est des fichiers cachés, qu'est-ce qui commence par point. On va ouvrir notre fichier .env.local. Alors moi, j'utilise l'éditeur Nano. Désolé pour ceux qui utilisent d'autres éditeurs. Moi, j'aime bien Nano. Je trouve qu'il est simple, mais parce que je ne suis pas un cador de l'éditeur en ligne de commande. Bref, je passe la variable appenv à prod. Super. Et ensuite, je vais modifier les informations de base de données. Donc là, vu que c'est celui par défaut, moi je ne veux pas faire du PostgreSQL, mais je vais faire du MySQL. Et là, on va aller chercher sur l'interface de gestion de Cloudwaves les informations de ma base de données. Comme vous le voyez dans Application, il nous donne toutes les infos pour MySQL. Le username et le dbname, donc on va copier ça, c'est la même chose. Hop. Donc on va modifier le username ici, hop, hop, qui correspond au nom de la base de données. Hop, on supprime ça aussi. Et enfin, le mot de passe qui est ici, je le copie-colle. De toute façon, hop, je le modifierai à l'issue de la vidéo. Donc, s'il y a des petits malins qui tentent des choses, eh bien, le mot de passe aura été modifié. Donc, je mets le mot de passe qui m'est fourni. J'enregistre. Hop, CTRL-X. Est-ce que je veux modifier? Yes. Est-ce que je veux garder le fichier dans .env.local? Yes, je valide. Et là, si je réactualise, vous allez voir qu'on va encore avoir une erreur, mais elle sera beaucoup moins bavarde. C'est normal, on est passé en mode prod. Maintenant, pourquoi est-ce que ça ne fonctionne pas? Bien parce qu'il faut qu'on crée notre base de données, donc en faisant un php bin hop, console, et on va faire un doctrine migration migrate pour appliquer notre fameuse migration. Et si je mets yes, il me dit quoi? Que j'ai un problème avec mon mot de passe. Alors j'ai dû me tromper, hop, dans les informations que j'ai saisies ici. Ah bah oui, j'ai pas changé le mot de passe. Donc ça peut pas fonctionner. Vous voyez, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai mis là. Hop. Attendez, j'ai changé de shell. Alors, j'ai pas copié, j'ai pas mis le mot de passe au bon endroit, tout simplement. Hop, je l'ai mis sur la mauvaise ligne, donc ça risquait pas de fonctionner. Hop. Je le colle, hop, yes.
Et là, on va pouvoir faire le doctrine migration migrate. Cette fois-ci, ça va fonctionner. Hop, je valide. Et regardez ce qui se passe. Si j'actualise ici mon application, eh bien ça y est. Ça y est, votre application est en ligne. C'est terminé. Vous avez vu, c'est pas bien compliqué. On va faire un test ici. On va lui dire de rediriger vers yohandev.co, par exemple. yohandev.co. Hop. Si je fais réduire le lien et que je copie-colle cette URL, hop, et que je la tape, je suis bien redirigé vers le site yohandev.co. Donc ça y est, c'est tout. Votre application est en ligne. Vous avez vu, on a développé une application et au bout de 50 minutes, notre application est en ligne sur le site de cloudwaves.com. C'est tout simple, il n'y a rien d'autre à faire. Enfin, presque. Comme vous pouvez le voir, on est en HTTP et ça se fait plus vraiment en 2021, mais grâce à Cloudwaves, vous allez voir que c'est très simple. On va aller dans Application Details. On va lui dire ici HTTPS redirection, c'est-à-dire que tu me rediriges de manière systématique sur du HTTPS. On va répondre Yes. Et ben, le temps que Cloudwaves fasse le nécessaire sur notre serveur, vous allez voir que la prochaine fois qu'on va réactualiser la page, va être automatiquement redirigé sur du HTTPS. On n'aura pas besoin de faire autre chose pour activer le HTTPS. Vous allez voir que si je viens ici, hop, et que je charge la page d'accueil, automatiquement je suis sur du HTTPS. Et si on vient voir le détail du certificat, on voit qu'on a bien un certificat qui provient du domaine parent cloudwavesapps.com. Alors vous pourriez vous demander à quel endroit je viens venir mettre mon domaine personnalisé. Eh bien vous avez ici l'option domaine management et vous pouvez mettre votre domaine personnel et le faire pointer ici. Donc ça je n'ai pas le temps de vous le présenter ici, mais vous avez bien compris l'idée. Donc là c'est super, on a une application qui fonctionne bien, mais maintenant on veut la déployer de manière continue. On veut faire en sorte que notre application soit déployée en permanence. C'est-à-dire je fasse une modification, je push ça sur mon dépôt Git, je veux que cela soit envoyé automatiquement sur mon serveur. Donc on va retourner ici dans notre petit éditeur de code et on va rajouter un petit quelque chose qui va faire toute la différence. On va donner des consignes à GitHub pour savoir quoi faire lorsque ce projet est commité. Donc on va créer un premier dossier, alors pas dans public, on va le mettre à la racine du projet, on va l'appeler .github, voilà, c'est le nom du répertoire. À l'intérieur, on va créer un sous-répertoire qu'on va appeler workflows, avec un S, parfait. Et à l'intérieur, on va créer un fichier qu'on va appeler main.yaml. Parfait. Et dans ce fichier, on va décrire notre pipeline de déploiement. Donc, les premières choses à faire, c'est de le nommer. Donc, on va l'appeler name, on va l'appeler CD pour continuous deployment. Il faut lui dire à quel moment est-ce qu'on veut déclencher ce pipeline. Donc on va lui dire on, le mot-clé on, et on va lui dire lorsque je push sur la branche, et là il faut préciser là où les branches. Donc nous, on est sur la branche, imaginons, on est sur la branche master, mais ça pourrait être main ou production, peu importe, à vous d'imaginer après et d'extrapoler. Ensuite, il faut décrire les jobs, c'est-à-dire les différentes étapes de votre pipeline. Donc on va créer le petit mot-clé jobs ici, et on va lui dire, nous, il s'appelle deploy. Ça sera le nom de notre job, c'est deploy. Et on va lui dire, tu vas faire tourner ça dans un conteneur Ubuntu dernière version. Parfait. Et maintenant, on va avoir besoin d'un certain nombre de variables d'environnement. Donc on met le mot-clé env, et là, on va utiliser un truc parce que l'idée c'est d'aller vite. L'idée c'est qu'on est fini dans quelques instants, donc on va utiliser un utilitaire qui s'appelle SSH Pass et qui permet de faire une connexion SSH sans avoir besoin de générer une clé, etc., etc. Ça aurait été trop long dans cette vidéo de faire cela, donc on va utiliser SSH Pass qui permet en ligne de commande de faire une connexion SSH avec un login et un mot de passe, comme on l'aurait fait quasiment en le tapant, sauf que la commande de base SSH ne permet pas de passer en paramètre le mot de passe. Mais grâce à SSH Pass, on peut utiliser ça. Donc on va créer une variable d'environnement qui s'appelle SSH Pass.
Et SSH pass, on va le faire pointer vers une variable très spéciale. Et je vais vous l'expliquer une fois, mais après, vous allez comprendre pour les autres. Donc, la nomenclature, c'est celle-ci. Hop. Vous faites $crochet secrets.apppass ou ce que vous voulez, et vous fermez les crochets. Et alors, d'où provient ce secrets apppass? Et c'est là où c'est très important donc bien comprendre ce qui se passe dans votre dépôt GitHub. Dans Settings, vous avez un menu qui s'appelle Secrets et qui vous permet précisément de stocker des secrets. Et donc là, on va stocker les différentes informations qui nous intéressent. Le mot de passe pour notre connexion SSH, le user qui est deploy, c'est le compte qu'on a créé, rappelez-vous, c'est le compte qu'on a créé dans application ici, shortlink. Ici, voilà, c'est ce compte-là, deploy, et le fameux mot de passe qui est ici. Et le host, c'est l'adresse IP de notre serveur, celui qui nous permet de nous connecter dessus. Donc, pour ajouter un secret, vous faites New Repository Secrets, vous faites app démo ou ce que vous voulez, vous l'appelez comme vous voulez, et vous mettez la valeur ici, et vous faites Add Secret. Donc là, je ne vais pas le faire, mais si vous avez bien compris l'idée, c'est qu'une fois que vous avez fait cela, eh bien, dans votre pipeline, vous pouvez appeler cette valeur-là. Et elle sera automatiquement interprétée, mais elle ne sera pas en clair dans les logs. Donc du coup, votre mot de passe n'apparaîtra pas dans les logs. Donc ça, très pratique. Et ensuite, eh bien, il faut décrire les différentes étapes. Donc la première étape, on va faire une étape de base, vous allez voir, qui est Action Checkout, la version 2. Donc ça, quand vous créez un nouveau modèle de workflow directement sur l'interface web de GitHub, il vous propose ça, vous le laissez par défaut. Et ensuite, on va décrire les autres étapes de notre pipeline. Donc là, je vais faire un copier-coller et je vais vous l'expliquer. Hop, on la colle ici. Hop, ici. Donc, non, là, il y a une step de trop. Elle y est 2 fois. Hop, voilà. Première étape, on fait le checkout. Deuxième étape qu'on appelle apt update et install SSH pass. Qu'est-ce qu'on fait? C'est que dans notre petit Ubuntu ici, on met à jour apt et on installe l'utilitaire SSH pass. Et ensuite, deuxième étape, vous voyez qu'elle s'appelle test pwd ici, mais vous allez comprendre, je pense que sur mon dépôt Git, il s'appelle comme ça, mais c'est fait exprès parce que je veux vous montrer quelque chose. Est-ce que je l'ai laissé comme ça? Voilà, test pwd. Vous allez voir ce qu'on va faire après. Donc cette étape-là, qui va s'appeler deploy à terme, je lui passe un certain nombre de commandes. Je lui passe la commande, je lui dis, tu vas utiliser... Donc là, c'est comme si j'étais en ligne de commande. Imaginez que c'est un script qui exécute les commandes à la suite les unes des autres. Donc là, je lui dis, tu vas utiliser l'utilitaire SSH pass. Je passe quelques options. Je lui dis, tu utilises SSH. Donc, pardon, je vais trop vite, mais SSH pass, il va vérifier si dans l'environnement, dans les variables d'environnement du système, donc dans le Ubuntu ici, s'il y a une variable qui s'appelle SSH pass. Si c'est le cas, il l'utilise. Et ensuite, on peut passer les commandes SSH classiques. Donc là, je lui dis, tu fais du SSH. Là, tu acceptes, tu ajoutes le hot. En gros, ça peut permettre des fois d'éviter des soucis. Vous savez, c'est quand on se connecte la première fois à un hot, il vous demande est-ce qu'on veut l'ajouter ou pas. Bon, bref, il répond à cette question pour vous. Et ensuite, la commande habituelle, l'utilisateur, deploy, donc ça sera remplacé par deploy, l'adresse IP de votre serveur, qui provient des secrets que vous avez vous-même saisis dans votre dépôt GitHub. Ensuite, on enchaîne sur les commandes, donc ça c'est pour se connecter en SSH, et ensuite, entre guillemets, ici et ici, on passe les fameuses commandes. Donc qu'est-ce qu'on fait? C'est vraiment du basique, je suis allé vraiment très simple. On rentre dans le répertoire public HTML, on fait un git pull, on fait un composer install et on fait un php bin console doctrine migration migrate-n pour pas qu'il nous demande si on veut valider. Donc logiquement, dès qu'on va faire un push, il va exécuter toute cette suite de commandes. Et d'ailleurs, faisons un essai tout de suite. Ce que je vais faire, c'est que je vais éditer directement dans GitHub, mais ça revient au même que de modifier dans un éditeur de code. Alors, ce que je vais vous montrer avant, hop, donc là, je suis bien connecté sur mon serveur distant, toujours. Hop. Est-ce qu'il m'a déconnecté? Ouais, j'ai l'impression qu'il m'a déconnecté. Hop, SSH. Voilà. Non, c'était pas ce serveur-là.
je vais essayer de me reconnecter sur mon serveur distance, que je vais vous montrer que le fichier va bien évoluer. Alors, hop, l'adresse IP, je vais dans serveur. Hop, ici, je copie-colle mon adresse. Hop, je la colle ici, parfait. Mon petit mot de passe, parfait. Donc là, je suis dans le répertoire et vous voyez que si je vais dans cd.github, hop, cd workflow, hop, il y a un fichier main, si je l'affiche, hop, vous voyez qu'il y a bien test PWD. Donc sur mon serveur, j'ai bien le test PWD. Regardez maintenant, si je vais sur mon dépôt GitHub et que je l'édite directement en ligne, hein, mais c'était la même chose si je l'avais édité dans mon éditeur de code, ici je vais changer ce mot-là et on va mettre que c'est deploy à la place, c'est un peu plus propre. Je vais faire un commit et je vais marquer fix name step, voilà. Et je vais committer directement dans master, dans main, c'est pas beau, désolé, mais c'est pour la démonstration. Et ensuite, si je vais dans Action ici, vous allez voir qu'il est en train de faire fonctionner ce pipeline de déploiement. Donc là, on voit qu'il est en train de préparer le job. Il est en train de faire son apt update et son install de SSH pass. Et une fois qu'il a fini de faire ça, donc vous avez vu, hein, là, il passe les commandes. Hop, vous voyez qu'ici, il est en train de se connecter en SSH. Il va passer les différentes commandes. Donc là, ça va prendre un certain temps. Et une fois qu'il a fini de passer toutes ces petites commandes, donc là, ça ne va pas fonctionner. Je suis désolé, les amis, parce que c'était sur mon serveur. Je suis en train de penser sur mon serveur, hop, ici, qui est éteint. Donc, je ne peux pas vous faire la démonstration, mais vous avez compris. En fait, logiquement, à l'issue de ce truc-là, ça déploie le code. Alors, ce qu'on pourrait faire, si on pourrait essayer de venir démarrer le serveur, mais j'ai peur que ça prenne hop, un peu trop de temps. Hop, je redémarre mon deuxième serveur de préparation. Ouais, on va essayer ça. Et oui, parce que mon dépôt GitHub n'est pas branché sur ce serveur-là, mais il est branché sur mon serveur ici, prépa 2, tout simplement. Voilà, il est en train de démarrer. Bon, bref, je ne peux pas vous le montrer là, mais je vous promets que si vous suivez ces consignes-là, dès que vous allez faire un commit, automatiquement, votre code va être copié, hein, vous avez compris, grâce à GitHub Action. Voilà, ici, il y a forcément, hop, ça ne va pas fonctionner. Est-ce que, ça y est, le serveur a démarré? Peut-être qu'il a réussi, vous voyez, le GitHub Action. Il a fait son boulot, je pense que ça y est, hein. Hop. Non, voilà, il a dit qu'il a pas... Ah si, regardez. Il a fait quoi ici? Il m'a dit qu'il a modifié le GitHub Workflow Main. Donc effectivement, sur mon serveur, alors pas sur celui sur lequel j'ai fait la démonstration, mais il a effectivement, vous voyez, hein, on le voit bien dans le log ici. Donc comme je vous le disais, hein, les variables sont invisibles, mais il a effectivement bien modifié le fichier. Il nous le dit ici, le fichier main. Effectivement, on a modifié le nom en question, donc ça fonctionne bien. Voilà, c'était simplement que mon serveur était éteint et comme vous pouvez le voir ici, vous avez l'historique de votre workflow et vous voyez qu'il a bien été exécuté. Et de cette façon, si vous modifiez votre code, vous faites un commit, vous pushez dans main et automatiquement, puisque c'est comme ça qu'on l'a paramétré, on lui dit dès que je t'envoie dans master, automatiquement, je veux que tu joues toute cette suite d'instructions. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Comme vous l'avez vu tout le long de la vidéo, j'ai utilisé les services de cloudwaves.com, qui est un service, vous avez vu, qui est très pratique pour pouvoir mettre facilement en production une application PHP et Symfony. Il y a quelques petits paramétrages, mais vous avez vu, c'est très très court, c'est très pratique. Vous pouvez facilement éteindre les serveurs. D'ailleurs, vous allez voir, je vais les éteindre. Je vais même, hop, supprimer celui-ci. Parce qu'en fait, vous êtes facturé, vous êtes facturé à l'heure. Donc du coup, moi, je m'en sers de temps en temps pour lancer des petits serveurs, faire une petite manip. Et puis quand j'ai terminé, je le supprime. Et ça fonctionne très très bien comme ça. Et vous pouvez même l'utiliser en production, hein, c'est fait vraiment pour ça. Et je vous rappelle que cette vidéo elle a été faite en partenariat avec Cloudwaves. Donc vous pouvez utiliser le petit code YohanDev pour avoir
15% de réduction pour les 3 premiers mois. Et vous avez un lien juste en dessous pour accéder à Cloudwaves. Et si vous passez commande d'un serveur, eh bien moi je prends un petit quelque chose au passage. Enfin en tout cas, Cloudwaves me donne un petit quelque chose au passage. Donc c'est une bonne façon aussi pour moi d'encourager la chaîne. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Je suis content de moi parce qu'elle dure 1h05. C'était un peu sport, je ne vous cache pas, de développer l'application, de la déployer en production et de vous montrer comment mettre en place un déploiement continu très simplifié, très très rapide, mais qui fonctionne, qui a le mérite de faire le boulot. Alors il n'y a aucun test, si ça fonctionne, pas fonctionner, etc., etc. Mais vous avez les éléments de base, la logique simple, on va dire, pour pouvoir mettre en place une application en production et la maintenir toujours à jour, branchée sur votre dépôt GitHub, par exemple. Donc, on pourrait évidemment aller plus loin. Si jamais votre dépôt GitHub est privé, il va falloir que vous mettiez en place des clés pour que ça puisse récupérer les infos. Mais l'idée là, c'était de rester le plus simple possible. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai eu beaucoup de plaisir à la préparer. Elle n'était pas simple, je ne vous cache pas, de faire ça en 1 heure. C'était un petit peu risqué, mais je suis content. On y est arrivé. Donc n'hésitez pas à mettre des pouces. Vraiment, dites-moi ce que vous en avez pensé. Dites-moi si vous avez appris des choses. Dites-moi si vous allez utiliser Cloudwaves pour mettre en production des applications. Moi, depuis que j'ai découvert ces services, j'avoue que je trouve ça vraiment, c'est tellement simple que c'est vraiment très agréable. En tout cas, écoutez, merci à toutes et à tous. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne nuit, bon courage aux insomniaques. Prenez soin de vous et des autres. Et je vous donne rendez-vous mardi à 18h pour l'hebdo de la semaine. Et à bientôt. Ciao, ciao.